Les fondements de l'échange international. Le libre-échange est un système économique issu du courant de pensée libéral. Le libre-échangisme vise à supprimer tout obstacle au commerce, en particulier en supprimant toute barrière douanière, afin de favoriser les échanges internationaux. Le libre-échange s'oppose au protectionnisme qui vise à protéger l'économie nationale par des barrières tarifaires et non tarifaires de la concurrence internationale. Le libre-échange présenterait plusieurs avantages. Il permettrait de maintenir la croissance lorsque le marché intérieur national est saturé. Il permettrait d'obtenir des produits que le pays ne produit pas ou insuffisamment, par exemple le pétrole pour la France. Il ferait bénéficier de coûts plus compétitifs et aussi des produits de qualité différente. Le libre-échange permettrait ainsi la complémentarité des économies grâce à une spécialisation des économies nationales, ce qui favoriserait la croissance économique et le développement. Les échanges fondés sur la logique de spécialisation des nations. Les avantages absolus. Dès le XVIIIe siècle, Adam Smith défend l'idée que chaque pays doit se spécialiser dans la production pour laquelle il dispose d'un avantage absolu en termes de coût, de technicité, etc. Adam Smith constate l'existence d'une division internationale du travail qui s'accompagne d'une spécialisation des nations dans certaines productions. Selon le principe des avantages absolus, chaque pays a intérêt à se spécialiser dans la ou les productions dans lesquelles il est le plus compétitif que les autres pays. La limite de sa théorie est l'impossibilité de l'échange quand un pays n'a aucun avantage absolu. Cela impliquerait l'impossibilité d'exporter et donc d'avoir les ressources nécessaires pour importer. En effet, si un pays a une productivité inférieure dans l'ensemble de ses productions, il est condamné à ne pas exporter et à tout importer, ce qui est absurde. Ricardo lèvera donc ce paradoxe avec la théorie des coûts relatifs comparés. Les avantages relatifs. Par la suite, Ricardo complète l'analyse de Smith et démontre que même en l'absence d'avantages absolus, chaque pays a intérêt à se spécialiser dans la production qui incorpore le facteur de production dont il dispose en abondance. Même si un pays ne bénéficie d'aucun avantage absolu, il doit se spécialiser dans les productions dans lesquelles il est le plus compétitif. Ricardo donne l'exemple du Portugal et de l'Angleterre. Ils produisaient tous deux du drap et du vin. Une analyse fondée sur les avantages absolus d'Adam Smith conduirait à considérer que seul le Portugal peut exporter car il est le plus productif. En regardant cet exemple, on voit que la Grande-Bretagne est moins productive que le Portugal, en effet, pour réaliser les mêmes productions. Le Portugal met moins de temps dans les deux domaines. Si la Grande-Bretagne produit tout elle-même, 1 mètre de drap correspond à 1,66 litre de vin, alors que le drap s'échange contre 2,25 litres de vin au Portugal. A l'inverse, les Portugais obtiennent chez eux contre 1 litre de vin 0,44 mètres de drap, alors que les Britanniques obtiennent 0,66 mètres. Les Portugais ont donc intérêt à échanger leur vin contre du drap en Grande-Bretagne. L'avantage relatif de Ricardo est ainsi démontré. Aujourd'hui, on parle de la division internationale du processus productif. En effet, les firmes découpent leur processus productif au niveau mondial pour profiter des avantages comparatifs de chaque nation. Ekscher-Eli et Olin Bertil sont tous deux économistes suédois et Samuelson est un économiste américain. Ils ont tous les trois formalisé ensemble le théorème dit HOS qui fonde l'échange international sur les différences de dotation de facteurs entre les pays. Samuelson a reçu le prix Nobel d'économie en 1970 et Olin a reçu ce même prix en 1977. En résumé, ils soutiennent qu'un pays a intérêt à se spécialiser et donc à exporter des biens dont la production nécessite les facteurs dont il est doté en abondance. Par ailleurs, l'échange international qui en découle tend à égaliser avec le temps les prix de facteurs entre les pays qui échangent. Les échanges fondés sur la logique de différenciation des produits. L'économiste Krugman démontre que les échanges internationaux ne sont pas uniquement fondés sur la spécialisation, mais qu'ils peuvent s'expliquer par la différenciation des produits.
Il démontre que des pays similaires en richesse vont produire les mêmes types de biens. Cela va leur permettre d'augmenter leurs débouchés et de diminuer leurs coûts en tablant sur le fait que les consommateurs recherchent de la diversité et que la concurrence n'est pas parfaite. Krugman remarque aussi pour sa part que l'essentiel du commerce international n'est pas nord-sud, avec des termes inégaux, mais bien nord-nord, et que les biens échangés sont très similaires. Un exemple, la Suède exporte ses Volvo vers l'Allemagne, et cette dernière lui vend ses BMW. Les échanges internationaux de biens et de services. Les échanges se font majoritairement entre pays développés. Ainsi, la triade Europe, Amérique du Nord et Asie ne représente que 2/3 du commerce mondial, avec une part croissante de l'Asie. Les échanges intrazones se développent. Ils sont liés aux accords commerciaux régionaux, comme ceux de l'Union européenne. Il faut savoir que 60% des échanges de l'Union européenne se font à l'intérieur de la zone. C'est le cas aussi dans la zone ALENA, dans le Mercosur et dans la zone de l'ASEAN. Les pays en développement voient leur part dans le commerce mondial marginalisée. Cela est le fait d'échanges portant essentiellement sur des matières premières aux cours fluctuants. Cette structure géographique des échanges dans le monde est en partie le reflet de la DIT, avec des pays développés spécialisés dans les produits à forte valeur ajoutée, alors que les pays en développement sont plutôt orientés sur les produits bruts et des produits de main-d'œuvre. Les 2% d'adultes les plus riches du monde détiennent plus de la moitié de la richesse globale des ménages selon l'étude novatrice de l'Institut mondial de recherche sur l'économie du développement de l'Université des Nations Unies. Les échanges sont inégaux selon Arguiri Emmanuel. Les pays en développement sont victimes d'un échange inégal. La triade constitue le centre économique du monde. Les autres zones économiques moins développées sont appelées périphéries. Les échanges entre le centre et la périphérie sont inégaux. Les pays les moins développés exportent vers les pays riches des produits bruts ou peu transformés et importent des produits finis à forte valeur ajoutée, ce qui déséquilibre leur balance des paiements. Ainsi, le commerce international détériorerait la situation d'un pays qui utilise plus de travail pour produire les biens qu'il exporte par rapport aux quantités de travail qu'il importe. Il faudrait alors rompre avec la logique de l'insertion dans le commerce international car le libre-échange ne permet pas systématiquement de réduire les inégalités de développement entre les pays les moins avancés et les pays riches. Il peut même constituer une source de blocage du processus de développement. Alors certains auteurs critiquent cette approche, car selon eux, il faudrait tenir compte de ce que coûteraient les importations si le pays devait les produire lui-même, et non du contenu en travail des importations et des exportations. La carte ci présente nous démontre les différents niveaux de développement des pays à travers le monde. Les chiffres utilisés sont ceux de l'indice de développement humain. Celui-ci regroupe donc 3 critères majeurs, l'espérance de vie, le niveau d'éducation et le niveau de vie. Comme on peut le constater sur la carte, les pays en rouge sont ceux ayant un indice de développement humain plus faible, c'est-à-dire proche de 0, et en bleu foncé, un indice de développement humain plus fort, proche de 1. Alors les 5 premiers pays du classement sont la Norvège, l'Australie, les Pays-Bas, les États-Unis et la Nouvelle-Zélande. Les 5 derniers sont le Tchad, avec un IDH de 0,328, le Mozambique 0,322, le Burundi 0,316, le Niger 0,295 et la République démocratique du Congo avec un IDH de 0,286. La France occupe quant à elle la 20e place avec 0,884. La structure sectorielle. Les marchandises représentent 80% des échanges. Les produits manufacturés y détiennent une part prépondérante avec 70% des échanges, principalement dans le domaine des machines et matériels de transport. La part des produits agricoles est stable et faible en même temps, environ 10%, tandis que celle des produits miniers et des industries extractives fluctue largement du fait des cours soumis à de fortes variations. Les services, quant à eux, ne représentent que 20% des échanges. Ils sont principalement le fait des services commerciaux exportables comme le transport, le tourisme, les services financiers et les télécommunications. Les effets du libre-échange sur l'environnement. Alors le débat relatif aux coûts, aux avantages et aux effets à long terme du libre-échange et de la mondialisation économique
soulève également la question sur les effets directs et indirects de la libéralisation des échanges sur la qualité de l'environnement couramment retenue et donnée par la courbe environnementale de Kuznets. Selon cette hypothèse, ils peuvent régler en effet leurs problèmes de pollution à partir d'un certain seuil de richesse. Simon Kuznets, économiste et statisticien américain, est considéré comme l'un des contributeurs importants à la théorie de la croissance économique et comme l'un des pères des comptes nationaux. Et à ce titre, il est l'inventeur en 1934 de l'agrégat produit intérieur brut.